Et pour rallier les voix des Républicains, le gouvernement a dû faire plusieurs concessions, des concessions qui ne sont pas, vous allez le voir, sans impact sur l'équilibre financier du système des retraites. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Comme l'a dit la Première ministre, on l'a commenté d'ailleurs ici hier et en début de semaine, les actifs qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans seront concernés donc par le dispositif de carrière longue. Bon, résultat, le nombre de Français donc, qui ne sont plus concernés par le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans passe avec cette concession de 40 à 50%. Sachant qu'aujourd'hui, il faut rappeler les chiffres, 25% des personnes qui partent à l'âge légal, il y a 25% de personnes qui partent avant l'âge légal de 62 ans. Encore une fois, autre chiffre, c'était 40% au moment de la présentation de la première mouture de la réforme. On est aujourd'hui donc à 50%. On peut se dire à cette aune-là que le gouvernement a déjà pas mal lâché sur cette réforme, pas mal de concessions. Oui, puisqu'une personne sur deux n'est pas concernée aujourd'hui avec ces concessions-là. On voit que ça va concerner du coup 10%, on passe de 40 à 50, comme vous l'avez bien précisé. C'est pas négligeable, ça modifie pas totalement non plus le dispositif budgétaire. Effectivement, il y a des concessions, ces concessions qui ont plutôt une vocation sociale, justement, qui visent à amortir un peu les effets durs de la réforme, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, effectivement, font que les équilibres budgétaires seront peut-être plus difficiles à trouver. On les rappelle, toutes choses égales par ailleurs, au départ, on nous a vendu 18 milliards d'euros grâce aux mesures d'âge, à la fois sur la durée de cotisation et sur le report de l'âge légal, 18 milliards d'euros d'économie à 2030, avec 6 milliards réinvestis dans les différentes mesures d'accompagnement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend le scénario central du corps, qui est plutôt assez favorable quand même, parce qu'on parle assez peu de ces projections macro, mais qui sont assez importantes et qui sont sous-jacentes, parce qu'on parle beaucoup de centaines de millions en fait, mais on peut être sur des dizaines de milliards si la trajectoire macroéconomique est différente. Repose sur deux choses, c'est en gros un scénario de productivité de 1% d'ici à 2030. Bon, c'est possible ça. C'est possible. Ça peut être effectivement tout à fait envisageable. C'est vrai que depuis 3 ans, on a plutôt des pertes de productivité, donc c'est pas le scénario qu'on a actuellement. Mais on vit des temps particuliers depuis 3 ans. Oui, mais du coup, d'ici 10 ans, c'est compliqué de savoir où on sera. Mais ok, prenons les 1%. Et l'autre point, à mon avis, qui peut faire peut-être plus discussion, c'est le taux de chômage à 4,5 quand même. C'est-à-dire que les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites sur lesquelles se base le gouvernement, c'est un scénario de productivité à 1% et un taux de chômage à 4,5. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 7, donc ça veut dire... Et si on reste à 7, horizon 2030, là, on a plusieurs milliards d'euros d'écart. Eh bien, on a à peu près 7 milliards de plus. Ça, voilà. Donc on a déjà 7 milliards de plus, donc c'est vrai que l'enjeu de la réforme des retraites, elle est aussi d'un enjeu de politique sociale et de politique de l'emploi. Oui, mais ma question, c'est... J'ai tapé en touche, mais je vais essayer de répondre du coup à la question. C'est-à-dire que du coup, il y a eu des concessions qui ont été faites, donc on voit que les 18 milliards sont supérieurs aujourd'hui effectivement aux 13,5 qui sont demandés parmi ces hypothèses. Et le gouvernement, en fait, a fait des concessions un peu plus fortes que ce qui était initialement prévu, ce qui fait que effectivement les 13 milliards et demi, le compte n'est pas totalement. Il manque quelques centaines de millions. Alors il y a toute la question aussi sur le minimum contributif. Est-ce qu'il s'applique seulement aux nouveaux entrants? Pour pardon. Sur les 85% du SMIC. Ah oui, voilà. Non, mais ça, c'est important. Si j'ai bien compris, ça sera pour tout le monde. Oui, alors, sauf qu'il paraît que, y compris pour les versés, c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'il faut recalculer les trajectoires de carrière de l'ensemble des retraités. Et or, les durées de cotisation n'étaient pas les mêmes, donc c'est pas si simple en fait. Mais donc, effectivement, il y a déjà 1 milliard de plus qui pourrait être potentiellement là-dessus. Et puis, il y a ce qui a été accordé, notamment pour, on va dire, en tout cas, des dispositifs de carrière longue, y compris pour les personnes aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est un tiers, encore une fois, du gain de la réforme qui a été dépensé, réinvesti dans ces mesures d'accompagnement, carrière longue, pension minimum. Est-ce que l'équilibre est menacé ou pas, encore une fois, en 2030, avec tout ce qui a été, toutes ces concessions qui ont été faites? Au-delà du... Alors, je vais vous répondre, oui, il est menacé. Et il est menacé à partir du moment où, effectivement, si vous êtes juste sur un rapport comptable, à partir du moment où vous allez lâcher des concessions, effectivement, il va manquer quelques centaines de millions, voire quelques milliards. La question, elle est, est-ce qu'il y aura des compensations à ça? Est-ce qu'il y aura d'autres mesures qui viseront à financer le manque à gagner?
premièrement, hein, ou est-ce que le gouvernement va accepter de dire bon, d'ici à 2030, il peut se passer beaucoup de choses et on n'est peut-être pas dans cette épaisseur du trait. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce qu'il va aller un cran plus loin, hein, pour moi? C'est parce que c'est des concessions... Qu'est-ce qu'il faudra lâcher encore, c'est ça? Alors, voilà, il y a quand même le débat qui est assez fort, notamment chez les LR, hein, qui est de dire, en fait, peut-être que le vrai débat, c'est durée de cotisation minimum de 43 ans ou âge légal de 64 ans pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un seuil minimum, quoi. C'est-à-dire que, y compris des gens qui ne sont pas dans les carrières longues, mais qui auraient 43 ans, pourraient liquider. Mais on voit que le gain financier, aujourd'hui, il est assez peu lié à la hausse de durée de cotisation, c'est-à-dire que quand vous regardez les 18 milliards dont vous parlez, en réalité, la réforme Touraine, à 2030, l'accélération du calendrier, c'est 5 milliards. Donc les gains, aujourd'hui, se font beaucoup sur le report de l'âge légal. Donc c'est 62-64. Mais sauf que socialement, c'est assez injuste, comme ça a été décrit, hein, c'est-à-dire que ceux qui vont être mis le plus à contribution, c'est plutôt ceux qui ont commencé à travailler relativement jeunes, mais qui ne sont pas dans des carrières longues. Et donc il y a une espèce d'équilibre budgétaire entre des mesures sociales et l'équilibre du financement des retraites. Donc il y a cet arbitrage qu'on va avoir, à mon avis, pendant encore quelques semaines. Hein. Bon, donc l'équation se complique, il faudra trouver donc de nouvelles sources de financement pour s'assurer de cet équilibre. C'est pour ça qu'on a vu fleurir cette taxation des ruptures conventionnelles pour l'entreprise. Bon, on est sur 200 millions d'euros de ce que ça peut rapporter, mais on voit bien que l'idée, c'est aussi, au-delà d'avoir un système, mettre fin à un système discutable de pré-retraite anticipée sur le dos de Pôle emploi. Pardon pour je le résume un peu grossièrement, mais c'est un peu ça. Tout à fait. Non, mais le risque, effectivement, c'est qu'on a un effet de vase communicant, vous l'avez bien rappelé, c'est-à-dire que si les entreprises ne maintiennent pas les seniors en emploi plus durablement et que ces personnes passent au chômage, hein, et donc le chômage des seniors est supérieur au chômage moyen, hein, il va jusqu'à maintenant, alors ça a été réformé, c'était 3 ans, maintenant c'est plutôt 2 ans et demi, mais du coup, ce que vous économisez sur la retraite, vous les perdez sur l'assurance chômage. Et en plus, il y a autre chose, hein, il y a aussi les questions sur la dépense de santé, parce qu'il se trouve que les seniors, en moyenne, ont des interruptions d'arrêt maladie, en tout cas des arrêts maladie qui sont supérieurs. Donc il y a aussi une bascule sur les dépenses de santé, donc l'économie nette n'est pas aussi C'est ce que m'expliquait Sandrine Rousseau, qu'on a eu lundi, qui m'expliquait que... D'accord, je parle comme Sandrine Rousseau. Non, mais qui expliquait que si on garde plus longtemps en emploi les seniors, ça va augmenter les dépenses d'assurance santé, d'assurance maladie, puisqu'ils peuvent être potentiellement plus souvent malades. Et ça, c'est un point important. Il y a même une étude du Trésor, hein, qui montre que quand on reporte d'1 an l'âge légal, en fait, il y en a, sur la baisse, en fait, si vous voulez, des dépenses de retraite, il y en a 60% qui vont en emploi, et c'est 40% en inactivité. Donc je crois que c'est 30% en chômage et 10%, pardon, c'est 60% emploi et 40% qui ne sont pas dans l'emploi. Donc tout le monde ne va pas dans l'emploi, en fait. C'est ça qui est important. Et dans les 40%, de mémoire, c'est 30% chômage et 10% inactivité. Donc si vous voulez, et plus l'exigence est forte, plus le risque de basculement est fort. Et donc c'est vrai que il faut coupler cette politique-là d'une politique assez importante de maintien des seniors en emploi. Mais on voit que c'est compliqué, hein, pour les boîtes, parce que ça veut dire qu'il faut que ces personnes-là se forment. Il faut aussi que les boîtes les gardent et que ce ne soit pas au détriment aussi des autres catégories d'âge. C'est-à-dire que si vous forcez le trait sur les seniors, forcément, si vous avez des difficultés d'activité, alors à ce moment-là, vous allez moins embaucher d'autres catégories. Donc il y a des enjeux aussi macroéconomiques qui peuvent être forts. Hein. À mesure que de nouvelles concessions seront peut-être faites, il faudra trouver des ressources face à cela, parce qu'il y a toujours cet équilibre visé par le gouvernement en 2030. Olivier Véran parle d'un transfert de ressources de la branche accident du travail, maladie professionnelle vers la caisse des retraites. Pardon, c'est de la plomberie budgétaire, ça. Oui. C'est pas des ressources nouvelles, ça. Hein. Non, c'est juste des effets oui, c'est de la mécanique budgétaire. Comme ce qui a été fait aussi déjà sur une partie, je crois qu'il y a une petite hausse de 0,1 point des cotisations retraite et une baisse de 0,1 point. Non, c'est une baisse, oui, c'est ça, et une baisse de 0,1 point accident du travail, maladie professionnelle. Mais si vous prenez même la question plus globale, si aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais si demain, dans le scénario du Conseil d'orientation de retraite et donc du gouvernement, on est à un taux de chômage de 4,5%, on aura des excédents dans l'assurance chômage qui vont être colossaux. On n'en parle pas, mais on aura certainement plus de 10 milliards d'euros d'excédents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des excédents dans l'assurance chômage avec un taux de chômage à 7,3. Donc si on vient à 4%, on aura une baisse extrêmement significative du nombre de chômeurs avec des recettes supplémentaires. Et donc on aura des excédents. Donc la question pourrait se poser aussi de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas recycler une partie des excédents de l'assurance chômage pour financer une partie des retraites ? Ça sous-entend qu'on soit 4,5 de taux de chômage. On le souhaite évidemment en 2030. Ça sous-entend, mais on va dire c'est le scénario de base du gouvernement. Donc
je trouve qu'on discute assez peu des enjeux macroéconomiques autour de ce débat budgétaire, parce que ça repose sur cette question du marché du travail qui est importante. C'est la baisse du taux de chômage. Ça veut dire une baisse du chômage de l'ensemble de la population avec plus d'actifs. C'est-à-dire comment on fait pour baisser le chômage des jeunes en faisant en sorte d'incorporer plus d'actifs seniors en emploi. Si je résume, et on se quitte là-dessus, Mathieu, sur ce qu'on s'est dit, des concessions, elles ont été faites, je n'ai pas donné le chiffre, c'est 600 millions d'euros, la facture pour l'élargissement du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Tout ça fragilise encore une fois l'objectif premier du gouvernement, tel qu'il nous l'a expliqué aujourd'hui, à savoir avoir un équilibre du système des retraites en 2030. Oui, ça fragilise et on voit bien que le gouvernement est pris en tenaille entre faire de la politique et avoir une majorité et faire des concessions budgétaires. Donc ça, c'est un point. Et puis, il faut savoir que le gouvernement a aussi mis des lignes rouges, en fait, qui sont assez claires. Premièrement, on ne touche pas à la fiscalité au prélèvement, parce qu'on pourrait imaginer une petite baisse des taux de cotisation. Il faut savoir que 0,1 point... Pardon, vous avez raison. Ce qui vous arrive à l'OFCE, ce qui vous arrive là. Pourtant, c'est naturel. C'est les éléments de langage. Donc, une hausse de taux de cotisation de 0,1 point, et à l'inverse, une baisse de 0,1 point. Donc, une hausse de taux de cotisation, c'est à peu près entre 8 et 900 millions. Donc, on voit que ça pourrait... Mais c'est une ligne rouge, ça, pour le gouvernement. Donc, c'est une ligne rouge. Et l'autre ligne rouge, c'est de ne pas toucher au niveau des pensions des retraités, à leur indexation. On pourrait imaginer une désindexation partielle, ça non plus. Donc forcément, si vous touchez ni au niveau de vie des retraités, y compris les plus aisés, ni au prélèvement obligatoire, il vous reste effectivement que soit la durée de cotisation, mais on voit qu'on l'a déjà fait avec les soit le report de l'âge légal. Et donc ça limite beaucoup les possibilités d'ajustement. L'équation se complique quand même. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.